Bonjour à tous et bienvenue sur Politique énergétique pour un nouveau débat sur le nucléaire, cette fois filière en déclin ou au contraire filière énergétique en plein renouveau. Voilà le sujet que nous allons traiter maintenant avec nos deux invités, deux experts. D'abord Isabelle Jouette, bonjour. Bonjour. Vous êtes Isabelle Jouette, la porte-parole de la Société française d'énergie nucléaire, la SFEN. Avec nous Thibault Lacombe, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur conseil, consultant, spécialiste des questions d'énergie, de développement durable, de transport. Et vous êtes l'auteur d'un blog assez suivi, très suivi, énergie et développement. Alors je vais commencer par un premier constat, Isabelle Jouette, une première question avec vous. Si on regarde l'ensemble de la filière nucléaire industrielle dans le monde entier, alors même qu'en France, par exemple, on parle de réduire le nucléaire dans le mix énergétique, qu'en Allemagne, on l'a déjà fait, eh bien partout ailleurs, en revanche, le nucléaire se développe. De quelle façon aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, je ne vais pas dire partout ailleurs, parce qu'il y a quand même le monde est grand et tous les pays du monde sur le reste de la planète, ne s'engagent pas dans le nucléaire. Aujourd'hui, vous avez 435 réacteurs qui sont en exploitation dans le monde et il y en a 68 qui sont en cours de construction. Avant l'accident de Fukushima, il y avait grosso modo 45 nouveaux pays, nouveaux entrants qui souhaitaient développer une filière nucléaire. Fukushima a amené un certain nombre de pays, un certain nombre de ces 45 à réduire la voilure et à revoir leurs ambitions nucléaires à la baisse. Pour autant, on a aujourd'hui toujours 41 pays qui souhaitent s'engager dans le nucléaire. Et donc ces 68 réacteurs en cours de construction dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la croissance la plus importante depuis 25 ans. Et aujourd'hui, en 2015, enfin hier en 2015, le nucléaire représentait 11% de l'électricité produite dans le monde. Dans le mix énergétique, producteur d'électricité, le nucléaire c'est 11%. Voilà. Alors Thibault Lacombe, ce tableau, comment vous le voyez-vous? Progression ou au contraire reflux déguisé depuis Fukushima par exemple? Je pense qu'il est intéressant de prendre un petit peu de recul historique. Il y a deux grandes périodes pour l'industrie nucléaire jusqu'à présent. On a une période qui va du début des années 50 jusqu'aux années 90, pendant laquelle on a une croissance qui est vraiment rapide. Et puis, à partir du début des années 90, à partir de l'accident de Tchernobyl, une croissance qui est pratiquement inexistante. En fait, les nouveaux réacteurs compensent à peine les réacteurs qui sont retirés. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a eu plus de puissance raccordée au réseau entre 1985 et 1990 qu'entre maintenant et 1990. Donc on a vraiment un ralentissement. Si on regarde vers l'avenir, renaissance du nucléaire, l'expression du début des années 2000, il faut s'en souvenir, on la prévoyait déjà à l'époque, elle n'a pas eu lieu. Et aujourd'hui, si on prend les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie, par exemple, ils prévoient un retour à des rythmes de croissance qui sont un petit peu ceux des années 80. Mais même dans ce cas-là, on arriverait à une part du nucléaire dans le mix global qui ne serait pas vraiment en hausse. C'est-à-dire que ça serait juste de 17%, une stabilité. c'est ce que je disais tout à l'heure. On reviendrait à un niveau de part du nucléaire de l'ordre de 17%. Alors, aujourd'hui... C'est l'AIEA qui le dit. Ce que dit l'AIE aussi, ce que dit l'Agence internationale de l'énergie, c'est que la demande d'électricité, avec des mégalopoles, une population mondiale qui va passer à 60% dans les villes, on est déjà à plus de 50% aujourd'hui, la demande d'électricité va être considérable et massive. Et il va falloir encore peut-être, on aura encore besoin de grands réseaux. La puissance électrique nécessaire, le nucléaire va prendre sa part dans ce mix-là ou dans cette capacité-là. De quelle façon, Thibault Lacombe? Alors, à la rigueur, on pourrait dire qu'un des défauts du nucléaire, c'est justement d'être trop puissant. Si vous prenez un EPR, il y a une règle dans la gestion des réseaux à l'international. Vous devez avoir un réseau qui tient le coup si vous perdez une unité de production, au moins. Et un réacteur nucléaire type EPR, c'est une puissance énorme qui fait que vous devez avoir 1600 MW à peu près. 300 MW de plus que les centrales. Mais ça fait par exemple que si vous voulez respecter cette règle dite du N-1, vous ne pouvez pas mettre un EPR en Belgique. Parce que ça représente une puissance trop importante. Si vous perdez, votre réseau s'écroule. Mais vous avez Donc des à la réseaux rigueur, un des défauts du nucléaire, c'est d'être trop puissant et ça lui interdit un certain nombre de marchés. Par exemple en Afrique ou dans les pays émergents, enfin pays en développement, les petits pays en développement. Moi, je ne vois pas trop de débouchés pour le nucléaire là-bas. Non, vous avez justement les Chinois qui travaillent sur des réacteurs à l'export de 1000 MW, et de plus en plus, vous avez des pays qui réfléchissent sur d'autres réacteurs. L'EPR nouveau modèle sera un peu plus simple à construire que l'EPR d'aujourd'hui. Vous avez des réacteurs comme le Hualong en Chine, qui sont des réacteurs destinés à l'export, notamment en Chine, qui sont des réacteurs de 1000 MW. Vous avez aussi tous les projets qui sont menés
en Chine, en Russie, aux États-Unis aussi, et c'est très tendance, si j'ose dire, ce qu'on appelle les Small Modular Reactors, les SMR, qui sont des réacteurs de 300 MW et qui vont... Alors ça, c'est pour quand et ça c'est répond pour à les quelle années à demande, venir. en fait? Ça À quel répond besoin? à des demandes. Par exemple, si vous avez des pays qui ont des réseaux qui ne sont pas forcément très développés, mais qui ont besoin d'électricité, avec des zones qui sont peuplées, où il n'y a plus vraiment de place pour s'installer, ça va être des réacteurs qu'on va par exemple installer en mer. Donc ça, vous avez les États-Unis qui travaillent sur ces modèles-là depuis de nombreuses années, les Chinois aussi, pour des besoins. Ça peut être aussi des SMR, peuvent être aussi utilisés pour dessaler l'eau de mer, par exemple. C'est quelle échéance, tout ça? Ces nouveaux types de réacteurs 20 années à venir, maximum. Ouais. Qui aujourd'hui est fort dans le nucléaire? Thibault Lacombe. Bon, alors ce qu'il faut voir, pour revenir un petit peu à la question du développement du nucléaire, c'est que finalement on a peu de pays qui sont réellement entrants pour l'instant. La plupart des réacteurs en projet sont dans des pays qui ont déjà des réacteurs. La Chine, l'Inde, le Brésil, l'Argentine, quelques autres. Mais dans les nouveaux entrants... Il y a 7 nouveaux entrants, des pays qui veulent vraiment construire de nouveaux réacteurs. Les Émirats Arabes Unis, vous avez les Émirats Arabes Unis avec Baraka, l'Arabie Saoudite, mais je pense qu'en termes de nouveaux entrants, c'est à peu près tout. Non, vous en avez 7. Vous avez aussi la Pologne. Vous avez le Bélarus. Avec des projets concrets actuels. Avec des projets qui sont en cours, qui sont les plus avancés. Parce que quand on dit, il y a 41, je vous disais tout à l'heure, il y a 41 pays qui veulent développer du nucléaire. Développer du nucléaire, c'est pas juste, allez tiens, on construit un réacteur. Ça marche pas comme ça. Vous devez, pour que l'AIEA accepte ces développements, Agence internationale de l'énergie atomique, pour que l'AIEA accepte ces nouveaux projets, elle va aider les pays qui veulent mettre en place de nouveaux projets. Le Vietnam, ils veulent construire 8 réacteurs, qui est un petit pays, un nouvel entrant. Mais pour qu'ils puissent développer leur projet et construire leurs réacteurs, ils doivent auparavant, voter une politique énergétique qui inclut le nucléaire, ce qui n'est pas forcément toujours gagné. Ça doit être une politique nationale. Qui doit être une politique nationale, qui inclut leur politique énergétique, qui inclut le nucléaire comme étant un outil de développement. Ils doivent ensuite créer toutes les infrastructures réglementaires et juridiques. Ils doivent créer leur autorité de sûreté. C'est ce qu'ont fait les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis, ils sont partis de zéro et ils ont mis ce processus en place avec l'AIEA, et l'Agence internationale en énergie atomique va aider ces nouveaux entrants pour développer une réelle filière, parce que c'est aussi, quand on crée des réacteurs, c'est aussi des emplois, des compétences, des formations, des experts, donc tout ça. Et par exemple, vous parliez de l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite collabore, et la France a signé un accord en 2011 de mémoire avec l'Arabie Saoudite, pour développer une filière, et vous avez aujourd'hui des échanges d'étudiants qui viennent en France pour comprendre et apprendre le nucléaire. Mais alors, qui sont les équipementiers, les industriels, les pays qui ont une capacité de savoir-faire sur cette filière aujourd'hui, outre la France? Si on regarde les réacteurs de 3e génération, on a type l'EPR d'Areva. Alors, ce qu'il faut savoir sur les réacteurs de 3e génération, c'est que il y en a très peu qui sont en service. Mais bon, sur les réacteurs de 3e génération, Areva, les Coréens, les Japonais, enfin Mitsubishi, oui, les Russes. Rosatom, aujourd'hui, la compagnie russe fabrique des réacteurs de 3e génération. C'est ça, ils en ont en construction sur leur territoire, un nombre important, je crois que je n'ai pas le chiffre exact en tête. Les Américains? Les Américains avec General Electric. Avec GE, avec donc Mitsubishi, Rosatom, General Electric, Areva. Et puis vous avez aussi la Chine, qui développe ses produits, ce que je vous disais tout à l'heure, le Hualong notamment, entre autres, qui travaille aussi sur des réacteurs à neutrons rapides. Vous avez l'Inde aussi, qui travaille beaucoup. L'Inde travaille beaucoup avec la Russie, à adopter des technologies russes, mais à, entre guillemets, indianiser les technologies russes. Donc ils travaillent, les Indiens et les Russes d'ailleurs, ont chacun des réacteurs à neutrons rapides qui sont en train de... Les Russes l'ont démarré, les Indiens sont en train de le développer. Donc c'est clair aujourd'hui, les acteurs majeurs, ça va être, quoi qu'on en dise, la France, qui continue à exporter, qui se bat sur les marchés. Mais je lis partout que c'est Rosatom. Aujourd'hui, le russe, qui est le meilleur. Oui, le Rosatom, parce qu'il y a les effets d'annonce de Rosatom, parce que Rosatom arrive avec des offres globales qui sont très diversifiées, qui sont très variées, qui sont très riches, qui sont très intéressantes. Les Russes, leur objectif, c'est 50% de chiffre d'affaires dans le nucléaire à l'export
en 2030. C'est un objectif, mais ce que je vous disais, crise économique, situation pas toujours très stable, mais ils développent, ils sont sur 34 projets dans le monde. Alors, je voudrais qu'on en vienne à un paradoxe et à la situation française en quelques mots. La France, Isabelle Jouette l'a souligné, avec Areva, EDF, CEA, Framatome, a une maîtrise, Alstom a une maîtrise de la filière très réputée dans le monde, notamment sur la gestion du combustible, mais pas seulement. Et pourtant, le nucléaire civil en France va mal. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il va si mal? Pourquoi est-ce que le nucléaire civil en France est malade? Thibault Lacombe. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais la raison fondamentale pour laquelle le nucléaire civil en France se porte mal, c'est qu'il produit 1 mégawattheure à 50 €, alors que le prix du marché est à 30. Donc, le mégawattheure aujourd'hui, en électricité, donc, est à 30 €. Le prix du marché, c'est à peu près 30 €, et le prix du mégawattheure nucléaire, tel qu'il est estimé par la Cour des comptes, c'est à peu près 50. Donc, sauf que ce n'est pas ce qu'on voit sur les factures des clients en France. L'électricité reste une électricité bon marché en France. Oui, enfin, il faut distinguer le prix de gros sur le marché du prix de détail au consommateur final particulier. C'est quelque chose qui est... Alors, je vais donner la parole à Isabelle Jouette, mais pourquoi, comment expliquez-vous cette absence de compétitivité C'est une bonne question. En fait, c'est plus que dire que le nucléaire n'est pas compétitif en France, il faut dire que ses alternatives sont très compétitifs. En fait, ce qui tire les prix vers le bas, c'est les renouvelables qui produisent à coût marginal nul. Une fois que vous avez construit votre éolienne, elle produit du courant à 0 €. C'est des centrales thermiques, charbon, gaz, qui produisent aussi à des coûts très faibles. Donc c'est ça qui tire le prix vers le bas et qui fait que le nucléaire a beaucoup de mal à suivre. Alors, votre analyse à vous, pourquoi la filière va mal en France? Alors, je dirais que la filière française est dans une situation qui est conjoncturellement délicate, parce qu'effectivement, les prix du marché de l'électricité ont baissé, parce qu'il y a eu beaucoup d'injections, notamment de renouvelables, et juste pour mémoire, les renouvelables sont quand même extrêmement sponsorisés, subventionnés. Vous avez sur votre facture d'électricité, quand vous la retournez, vous avez une petite ligne qui s'appelle CSPE, Contribution au service public de l'électricité, qui naguère encore permettait de développer les réseaux, y compris de ne pas payer pour avoir son réseau installé quand vous habitez au fin fond d'une province isolée, où le réseau a du mal à arriver. Aujourd'hui, la CSPE sert quasiment essentiellement à financer les renouvelables, éolien, photovoltaïque, etc. Donc c'est très bien. Nous, on ne dit pas, il y a le nucléaire d'un côté, les renouvelables de l'autre. Il y a besoin de tout pour qu'un bouquet énergétique soit cohérent. Mais la filière française aujourd'hui a des difficultés qui sont, de notre point de vue plutôt conjoncturel, est en train de se restructurer. Areva se restructure, EDF se restructure aussi en faisant des efforts extrêmement importants sur ses finances. Vous avez aussi très récemment, c'était le mois dernier, la création de la plateforme nucléaire France pour aller à l'export, qui a été signée entre Areva, EDF et le CEA. Pour y aller ensemble, parce qu'ils ont perdu des marchés parce qu'ils n'y allaient pas ensemble. Alors, il y a eu un marché qui était un peu emblématique, et le marché finlandais, mais ça, c'est une chose. Mais Areva est toujours présent à l'export, que ce soit sur les services, l'ingénierie vendue sur, je vous ai dit, il y a 435 réacteurs en fonctionnement dans le monde. Areva en sert à peu près 390. Donc en ingénierie, en combustible, vous avez le retraitement aussi. Donc vous avez toute cette présence à l'export, à l'international. La France, avec EDF, est également présente de manière très emblématique en Chine. Ça représente quoi la filière nucléaire civile en France en termes d'emploi, en termes de... Oui, j'ai oublié, c'est un détail, c'est une petite filière, c'est la troisième filière industrielle du pays. Non, c'est pas oui. Troisième filière industrielle française. Troisième filière derrière l'automobile et l'aéronautique. 2500 entreprises, des grosses entreprises, des petites, des moyennes, des ETI, vraiment un panel d'entreprises extrêmement diversifié, avec des personnes à très haute valeur ajoutée, de grande qualité, qui savent se vendre aussi à l'export. Vous avez 220 000 emplois en France avec le nucléaire. Est-ce que c'est réaliste de vouloir descendre à 50% de l'électricité produite en France pour le nucléaire, dans la mesure où ça voudrait dire 20 fermetures de centrales et où pour l'instant il n'y a pas la puissance derrière pour subvenir à la demande en électricité? Là-dessus, vous avez entièrement raison, il n'y a pas d'alternative disponible immédiatement. Et c'est ça le vrai problème à mon avis. C'est-à-dire que moi je crois que le nucléaire en France est appelé à décliner, pas parce qu'on va faire le choix politique
de fermer des centrales, mais tout simplement parce que nos centrales sont vieilles. Il faut voir que... On va les renouveler par des EPR, par exemple. Est-ce qu'on va les renouveler? Enfin, construire un EPR aujourd'hui, ou construire une centrale nucléaire aujourd'hui, ça prend entre 50 et 100 mois si on regarde les moyennes historiques. C'est-à-dire qu'il faudrait commencer à construire maintenant pour qu'on puisse remplacer nos centrales quand elles auront 50 ans. Et ça coûte extrêmement cher. On n'a pas, à mon avis, on n'a pas les moyens économiques de le faire. On a les moyens technologiques, ça reste à voir. Est-ce qu'on sait vraiment construire un EPR? Et les moyens politiques non plus, parce que pour lancer un tel projet d'infrastructure, il faut un certain consensus dans la population, un certain consensus entre les partis de gouvernement. Donc le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on a un parc nucléaire qui vieillit, qui un jour va être retiré, ça il faut le dire, c'est une évidence. Une centrale nucléaire, on l'a déjà prolongée jusqu'à 40 ans en 2004. On va les reprolonger maintenant jusqu'à 50 ans parce qu'on n'a pas trop de choix. Moi, j'aime pas bien cette image de prolongation parce qu'elle veut rien dire. 40 ans, c'est pas la date de péremption d'une centrale nucléaire. C'est le truc à la mode. C'est voilà, une centrale à 40 ans, il faut l'arrêter. C'est pas ça. C'est pas ce que ça veut dire. Une centrale nucléaire, elle a pas. C'est comme votre voiture, elle peut rouler jusqu'à. Elle peut faire les taxis londoniens, ils peuvent faire 1 million de kilomètres. C'est une affaire d'entretien. C'est une affaire d'entretien. Et surtout, ce chiffre de 40 ans, c'est une hypothèse qui a été prise au début parce que la durée limite des centrales nucléaires françaises n'est pas fixée par la loi. C'est-à-dire que vous ouvrez votre centrale, vous la démarrez avec l'autorisation de l'autorité de sûreté, du gouvernement, etc. Et votre centrale, vous l'exploitez. Et tous les 10 ans, l'autorité de sûreté va vous dire « Ok, vous pouvez continuer encore 10 ans. » Donc tous les 10 ans. Mais l'hypothèse des 40 ans était celle prise au départ par les constructeurs, parce que les constructeurs ne donnaient pas de garantie, mais disaient notre matériel... Donc vous nous dites, du côté de la filière nucléaire, vous nous dites on est capable de tenir des centrales efficaces et modernisées davantage. Vous nous dites au contraire... J'essaie de résumer. Que font les Américains? Exemple typique, vous avez la centrale de Fessenheim qui est en Alsace, vous avez sa jumelle qui est aux États-Unis, qui a l'autorisation d'ores et déjà de fonctionner jusqu'à 60 ans. Oui, et aux États-Unis, ils sont sur une logique de faire fonctionner leur centrale jusqu'à 40, voire 60, et ils commencent à instruire des demandes de fonctionnement jusqu'à 80 ans. Pour moi, la question, ce n'est pas une question du nucléaire, la question, c'est comment on a l'électricité en France en 2030 ou 2040. Et là-dessus, l'État va trancher, visiblement. Et moi, j'ai un peu du mal à croire qu'on aura l'électricité en France en 2040, en prolongeant jusqu'à 70 ans nos centrales nucléaires qui ont été construites dans les années 70. Isabelle Jouette, quel est l'argument pour vous qui fait que le nucléaire reste un atout considérable demain dans le mix énergétique face à la demande d'électricité et aux exigences de la transition énergétique de la protection du climat? Est-ce que le nucléaire, c'est une des solutions pour sauver le climat? C'est ça la vraie question, parce qu'on raisonne un peu dans notre petit précaré franco-français. Aujourd'hui, comment, en 2050, on sera plus de 9 milliards d'habitants, 9,6 milliards d'habitants. Et 60% dans les villes, on l'a dit. Voilà. Et le GIEC l'a dit, le groupement intergouvernemental d'experts sur le climat le dit, en 2050, 80% de l'électricité devra être bas carbone. Aujourd'hui, vous avez 6 pays dans le monde qui produisent plus de 80% de leur électricité bas carbone. Sur ces 6 pays, il y en a 4 qui ont du nucléaire. La France, la Suisse, la Suède et le Brésil, grâce au nucléaire. Donc le budget carbone de la planète a déjà été consommé à quasiment 70%. Le nucléaire, depuis 1971, a permis d'économiser l'équivalent de 2 ans d'émissions de CO2. Donc maintenant, il faut vraiment réfléchir, et pas juste dans notre confort d'occidentaux, mais aller expliquer aux Indiens qui vont devoir moins se développer, et surtout ne pas s'équiper en nucléaire et continuer à utiliser leurs centrales à charbon. C'est vraiment une problématique, et pour nous, et on l'a dit à la Sfen, et on a d'ailleurs en 2014 lancé l'initiative qui est maintenant une initiative mondiale qui s'appelle Nuclear for Climate, pour dire le nucléaire est une partie de la solution. On ne dit pas il faut que du nucléaire, on dit c'est une partie de la solution. La comparaison entre le nucléaire, les renouvelables, etc., en termes d'émissions, on est sur l'épaisseur du trait, honnêtement, voilà, 7 grammes, 15 grammes. Mais justement, est-ce qu'il ne faut pas, par rapport aux besoins de produire avec puissance... du charbon, c'est de l'ordre d'1 kilo. À la limite, en termes d'émissions, qu'on passe au nucléaire ou au renouvelable, c'est à peu près équivalent. Même au gaz. Le gaz, ça divise par 2. Le gaz, ça reste très émetteur, quand même. On n'est pas sur le même ordre de grandeur. Hein. D'accord. Mais alors ma question c'était, est-ce que ça ne justifie pas, justement, si on est dans la grosseur du trait, qu'il y ait aussi du nucléaire dans le mix?
Est-ce que le nucléaire peut être une solution pour lutter contre le changement climatique? Pour moi, ce n'est pas évident. Parce que si on regarde aujourd'hui le budget carbone qui nous reste, si on veut tenir les objectifs de Paris, limiter le réchauffement climatique à 2 degrés en faisant le maximum pour arriver à 1,5, il nous reste un budget carbone pour le siècle qui est équivalent à 6 ans d'émissions actuelles pour 1,5 et une vingtaine d'années pour 2 degrés. Ça ne veut pas dire qu'on peut passer 20 ans avant de faire quelque chose, ça veut dire que sur le reste du siècle, on ne doit pas émettre plus que ce qu'on a émis en 20 ans à l'heure actuelle. Or, encore une fois, pour construire une centrale nucléaire, il vous faut d'énormes moyens, il faut immobiliser beaucoup de capital, et il faut beaucoup de temps. Il faut de l'ordre de 5 à 10 ans simplement pour la construction. Je ne parle pas de toute la préparation. Baraka, ils n'ont pas mis 10 ans à la construire. C'est une moyenne Donc vous avez aujourd'hui sur les centrales qui ont été construites depuis les années 50. Mais attendez, depuis les années 50, fort heureusement, la filière nucléaire a un peu progressé, y compris dans la construction et dans le génie civil. Et la tendance, ça va être plus Oui, mais ce que je vous disais tout à l'heure en début d'émission, c'est que on est aussi sur de nouveaux modèles de réacteurs qui sont plus petits, plus simples à construire, plus rapides. Voilà, donc on n'a pas, faut qu'on sorte de ce schéma gros nucléaire qui est massif et qui ne bouge pas. J'ai juste une dernière question. On a compris qu'on ne vous mettrait pas d'accord sur l'ambition à l'égard du nucléaire. Assez sceptique du côté de Thibault Lacombe et pro-nucléaire de votre côté, Isabelle Jouette, et pour cause. Dernière question, elle est liée à l'actualité. Je ne peux pas ne pas vous la poser. Compte tenu des événements qu'on vit en Europe et surtout en France, le risque terroriste n'est-il pas un argument assez pertinent de la part de ceux qui sont des adversaires du nucléaire aujourd'hui et qui considèrent que ce risque est une menace pour la société assez important et que, ce faisant, le nucléaire en lui-même est une menace? On a plus de risques, malheureusement, dans un aéroport que dans une centrale nucléaire en matière de terrorisme, et c'est un sujet qui est extrêmement grave. Et on a malheureusement, et l'actualité très récente vient de le démontrer, on a beaucoup plus de risques de souffrir d'un attentat terroriste sur la promenade des Anglais que dans une centrale nucléaire, qu'elle soit française ou non. La protection d'un site nucléaire, c'est quelque chose qui est extrêmement pensé et qui est composé de plusieurs barrières de protection. C'est un peu un système de poupée russe. Vous avez une première, vous passez à côté d'une centrale nucléaire avec votre voiture, vous dites ah bah ça y est, il y a un petit grillage, on peut passer. Non, c'est pas comme ça. Vous avez un premier grillage, vous avez ensuite un deuxième grillage. Enfin il n'y a pas de risque zéro, mais vous considérez qu'aujourd'hui on est suffisamment protégé? Tout à fait. Les centrales nucléaires françaises et ailleurs dans le monde sont protégées. Alors en France par la gendarmerie en permanence. L'affaire des drones qui les ont survolés, ça vous a pas un peu déstabilisé ou gêné? L'affaire des drones, ça a été, on a été auditionné, la SFEN a été auditionnée à l'Assemblée nationale par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques sur le sujet. Et les fabricants de drones ont été auditionnés aussi. Ils ont dit très clairement que les drones qui passaient au-dessus des centrales ne risquaient pas de causer de soucis majeurs. Les centrales sont faites pour résister à des chutes d'aéronefs notamment. Donc un drone, quoi qu'on en dise, même si c'est un grand drone, il ne va pas pouvoir porter des charges explosives pour l'aider. Et quand bien même il les mettrait sur le bâtiment réacteur, un bâtiment réacteur, il est protégé par une double enceinte en béton qui fait plusieurs mètres d'épaisseur. Donc le risque zéro n'existe pas, mais vous avez tout un système de protection qui, plus vous allez vers les zones sensibles, se renforce et vous avez une surveillance 24 heures sur 24. Un mot sur ce point, Thibault Lacombe, en conclusion. Vous parvenez à maintenir ce niveau de protection avec des petits réacteurs à 300 MW que vous déployez dans des pays en développement? Les déploiements des programmes nucléaires se font aussi en fonction des dispositions réglementaires qui concernent aussi la sécurité. Les exploitants nucléaires sont concrètement, ça veut dire qu'il y aura une sécurité proportionnelle, c'est ça? Ça veut dire qu'il y aura une sécurité proportionnelle et que si vous avez un réacteur en mer, il sera quand même probablement moins soumis aux agressions extérieures, physiques et intentionnelles d'origine humaine. Les Américains travaillent là-dessus et ça fait partie des avantages qu'ils identifient pour un réacteur en mer, par exemple, un petit réacteur modulable. Merci à tous les deux d'avoir accepté ce débat. On pourrait développer la question d'Hinkley Point, en effet, en Grande-Bretagne. Est-ce que EDF le fera? On pourrait développer la question des EPR en tant que tels. Pourquoi est-ce qu'ils ne fonctionnent pas encore, les EPR français, par exemple? On y reviendra peut-être sur politique énergétique. Ce sera l'objet d'un autre débat. Merci à tous.